Arrivé au pouvoir en 1969 à la suite d'un coup d'État, le jeune colonel Kadhafi prend ainsi la tête de la Libye dirigée jusque-là depuis 1951 par le roi Idriss. Accusé de ne pas faire suffisamment pour son peuple et d'être trop docile face aux puissances étrangères, le tout nouveau dirigeant devient rapidement l'homme force de ce vaste émirat pétrolier. Grand admirateur de Gamal Abdel Nasser, Kadhafi rêve grand. Sa vision est radicalement anti-occidentale. Il parvient ainsi à faire plier à lui seul les grandes firmes pétrolières occidentales implantées en Libye, qui régnait alors en maîtresse absolue. Il nationalise les ressources du pays et déclenche en 1973 une grande révolution culturelle et islamique. On parle désormais de la grande Jamaïria arabe, l'état des masses, car selon lui, le peuple est l'unique détenteur du pouvoir. Kadhafi devient ainsi le guide de la révolution. Il abandonne toute fonction officielle, mais conserve en réalité les pleins pouvoirs. Même si le niveau de vie en Libye augmente grandement, c'est un fait, le régime se durcit, l'opposition est muselée et de nombreux intellectuels fuient à l'étranger. La propriété privée est abolie et le logement appartient désormais à celui qui l'occupe. Les usines sont nationalisées et les commerces appartiennent désormais à l'État. Mais les revenus du pétrole permettent à la Libye de prospérer. L'eau et l'éducation deviennent gratuites et le PIB du pays connaît une forte croissance. Mais le grand projet de Kadhafi reste l'union avec ses voisins arabes et les pays du sud du Sahara. Tantôt par la force, tantôt par la négociation, il tentera à plusieurs reprises de créer un vaste État commun. Mégalomane, visionnaire, dictateur, panafricain, Kadhafi porte toutes ses casquettes. Il divise les passions, mais une chose est sûre, il demeure particulièrement imprévisible. Il fera de son or noir son arme principale et décidera de peser de tout son poids sur la scène internationale grâce à son pétrole. Sa vision anti-impérialiste et anti-américaine lui vaudront d'être dans le collimateur de Washington, qui tentera même de l'éliminer lors d'un bombardement, le qualifiant de trouble fête. Kadhafi s'illustre également en devenant le banquier africain, finançant divers États et mouvements à travers le continent. Nous espérions former un gouvernement africain unifié et établir un programme bien précis. Il s'agissait de créer un système semblable aux États-Unis d'Amérique. À la fin des années 70, pour accroître son influence, il décide d'utiliser comme arme géostratégique le soutien à de nombreux groupes terroristes. On lui attribue notamment l'attentat contre le vol UTA 772 reliant Brazzaville à Paris, commandité par son beau-frère qui fera plus de 70 morts dont 54 victimes françaises. Gardez bien cet élément en tête, j'y reviendrai beaucoup plus tard. Au début des années 80, la Libye se retrouve isolée, bannie des nations, sous embargo, son pétrole est bloqué et ses avoirs sont gelés. Le pays autrefois prospère s'affaiblit. Pourtant, Kadhafi continue de rêver à ses États-Unis d'Afrique et à une véritable émancipation du continent. Mais tous ces projets devront attendre son retour sur la scène internationale. Après le 11 septembre 2001, il change radicalement de politique. Et ayant vu l'Irak s'effondrer et Saddam Hussein être exécuté, Kadhafi comprend que le vent a tourné. Lui qui développait un programme nucléaire et soutenait des groupes terroristes, craint que le même sort lui arrive. Il collabore alors dans la lutte contre le terrorisme et l'immigration incontrôlée. La Libye verse aussi des dommages et intérêts aux victimes de ces attentats et libère les infirmières bulgares détenues dans ces prisons. Il renonce également à son programme nucléaire, ce qui satisfait les Occidentaux. Les sanctions sont donc levées. Kadhafi redevient fréquentable. Les pays occidentaux peuvent désormais signer de nouveaux contrats pétroliers et industriels avec la Libye. Kadhafi, qui était un temps opposé aux firmes pétrolières, se libéralise. Les dirigeants occidentaux lui font la cour. Chacun tente de prendre sa part du gâteau libyen. À partir de 2007, Kadhafi fait ainsi le tour des grandes capitales occidentales. Il peut désormais se consacrer à son projet continental. Mais pour ce faire, il a besoin d'un pays, la France. À partir d'août 2010, il met en place un satellite de télécommunications africain qu'il lance dans l'espace. Kadhafi fait perdre à l'Europe chaque année 500 millions de dollars. Jusque-là, les Africains devaient louer des satellites aux Européens pour communiquer. Kadhafi rêve aussi de créer une monnaie unique pour le continent africain, le dinar or. Cette monnaie est censée remplacer le dollar et le franc CFA. En 2011 éclatent les printemps arabes. Les présidents Ben Ali et Moubarak tomberont les uns après les autres. Ce vent de contestation va se déplacer en Libye. Kadhafi est de plus en plus contesté. La France livrera des armes et de l'argent aux insurgés, par ailleurs infiltrés par beaucoup d'islamistes, dans le but de déstabiliser le régime de Mouammar Kadhafi. Porté par Nicolas Sarkozy, la France est le pays le plus impliqué dans cette mission de soi-disant libération. Ce qui est sûr, c'est que les printemps arabes ont été l'occasion idéale pour faire tomber Kadhafi, désormais diabolisé sans nuance, caricaturé en fou paranoïaque. Un récit est donc fabriqué de toutes pièces pour légitimer des informations exagérées ou non vérifiées diffusées sur les médias occidentaux. La résolution 1973 est donc adoptée, une zone d'exclusion aérienne est instaurée. Pendant plus de 7 mois, 7500 bombes et missiles vont s'abattre sur la Libye, créant un énorme chaos.
Le 20 octobre 2011, le convoi de Kadhafi est bombardé par des frappes de l'OTAN. Le guide libyen est donc laissé à la merci des insurgés qui le tortureront et le tueront. Mais une question demeure sans réponse. Qui a tué Mouammar Kadhafi? Est-ce un membre des forces spéciales françaises ou un insurgé? On ne le saura jamais. L'homme qui a été reçu 7 mois auparavant dans les capitales occidentales est désormais considéré comme le diable en personne. Vous saisissez l'affaire? Quand il fallait signer des contrats en Libye avec Kadhafi, il n'était pas dictateur. Il y a moins de problèmes à recevoir le président Kadhafi, dont les services collaborent avec les services occidentaux dans la lutte contre le terrorisme, dont les infirmières ont été libérées dans un avion de la République française. Pour le reste, il a sa personnalité, son tempérament. C'est pas moi qui vais les juger. Vous méritez amplement votre titre de guide. Monsieur Kadhafi doit partir. Dictateur infâme, la bande Kadhafi, qui est une bande d'assassins. Kadhafi avait l'habitude de tout enregistrer, de tout photographier. C'était un fou, illuminé, qui prenait certainement des produits stupéfiants. Nous avons, avec la coalition internationale, sous mandat de l'ONU, détruit le régime de terreur. Je précise que le mandat initialement délivré par l'ONU n'avait pas pour but de tuer Kadhafi, mais de protéger la population de Benghazi qui était menacée par Kadhafi. Il devait quant à lui être arrêté, pas sauvagement laissé. Quelle indignité, disait Nicolas Sarkozy. Nous nous sommes débarrassés de Kadhafi, mais ensuite, nous n'avons rien fait pour aider le peuple libyen. C'est là notre erreur, dans la mesure où nous avions décidé qu'il fallait procéder à un changement de régime. Je ne suis pas là pour vous dire si Kadhafi était une bonne personne ou une mauvaise personne. Je suis là pour vous rappeler des faits factuels, mais je considère qu'il doit être pris dans sa complexité et non délégué à la simple casquette de dictateur sans nuance ou de Peter Pan des temps modernes. Mais il est juste de rappeler que la souveraineté libyenne n'a pas été respectée en 2011. La Libye est encore aujourd'hui fragmentée par des entités rivales qui se disputent la légitimité du pouvoir. Plus de 13 ans après l'intervention de l'OTAN, aucune élection n'a été organisée en Libye. Sous le prétexte d'instaurer la démocratie, les forces de l'OTAN ont déstabilisé un pays qui faisait barrage migratoire. Une crise migratoire sans précédent va d'ailleurs s'emparer de l'Europe. Mais la Libye est aussi un État qui possédait énormément d'armes. La Libye a donc été un terrain de chasse idéal pour tous les terroristes venus du Levant. Voilà comment est née la guerre au Sahel. Il s'agit de faits d'une gravité exceptionnelle de nature à altérer la confiance des citoyens. Ce ne sont pas mes mots, mais ceux de la magistrate qui a rendu le verdict dans l'affaire des présumés financements libyens. Le verdict est tombé. C'est un véritable séisme dans l'histoire de la Ve République française. L'ancien chef d'État, Nicolas Sarkozy, a en effet été condamné pour association de malfaiteurs dans cette même affaire. Je tiens tout de même à préciser que le prévenu a fait appel de sa condamnation et qu'il est une nouvelle fois présumé innocent. Si c'était une série, on dirait le scénario est invraisemblable. De l'argent a été versé. Oui. Par qui? Par les autorités libyennes, notamment Mouammar Kadhafi. Corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics libyens. Quelle indignité. Il n'y a pas un document, pas une photo, pas un compte, pas une preuve. Il n'y a que la haine, la boue, la médiocrité, la malveillance et la calomnie. En 2012, le journal Mediapart publie des informations selon lesquelles le président Nicolas Sarkozy aurait reçu de l'argent occulte de Libye. En janvier 2013, l'agent de corruption Ziad Takezi fait des révélations chocs sur le plateau de On n'est pas couché de Laurent Wauquiez. Il prétend en effet que la campagne de Nicolas Sarkozy a été pleinement financée par Tripoli. En avril 2013, la justice française débute donc une enquête judiciaire. Pendant plus d'une décennie, le parquet national financier travaille d'arrache-pied en collaboration étroite avec les enquêteurs de la police anticorruption. En 2018, Nicolas Sarkozy est mis en examen pour corruption passive, recel de détournement et financement illégal de campagne électorale. Va s'en suivre une mise en examen pour association de malfaiteurs. En 2023, l'enquête est bouclée. Au terme de tout cela, 13 prévenus sont mis en examen, dont l'ancien président Nicolas Sarkozy et 3 de ses plus hauts collaborateurs, Brice Hortefeux, Claude Guéant et Eric Woerth. Le 6 janvier 2025 s'ouvre donc un procès historique qui s'étalera sur plus de 3 mois jusqu'en avril 2025. Au terme des réquisitions, le parquet national financier a requis 7 ans de prison ferme contre l'ancien chef d'État. Ainsi, le 25 septembre 2025, le tribunal rend son verdict. Nicolas Sarkozy est condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs avec mandat de dépôt différé et exécution provisoire du fait des faits graves qui lui sont reprochés. Nicolas Sarkozy devient ainsi le premier président de la Ve République à partir en prison.
Mais pour comprendre toute cette affaire, il faut un peu remonter en arrière. En 2005, Nicolas Sarkozy s'apprête à entamer une campagne présidentielle. L'homme politique français cherche des fonds qui lui seraient d'une très grande utilité pour financer sa campagne. Nicolas Sarkozy se serait donc tourné vers la Libye de Mouammar Kadhafi, alors considéré comme un État paria au banc des nations. La justice française lui reproche d'avoir laissé sciemment ses collaborateurs les plus proches aller négocier à partir de l'automne 2005 en son nom, donc sous son autorité, un pacte de corruption dont l'objectif était de financer sa campagne illégalement. Ce pacte est négocié et signé avec le numéro 2 du régime libyen. Cet homme, c'est Abdallah Senussi, beau-frère du colonel Kadhafi. Il faut tout de même préciser qu'il a définitivement été condamné par la justice française en son absence à la prison à perpétuité pour avoir commandité l'attentat du DC-10 d'UTA faisant plus de 170 morts dans 54 victimes françaises. C'est plus que les attentats du Bataclan et Charlie Hebdo. Claude Guéant et Brice Hortefeux sont donc accusés d'avoir négocié non seulement un pacte de corruption, mais aussi d'avoir discuté avec un terroriste condamné. Les deux hommes se sont reliés tour à 2 reprises dans des réunions tenues secrètes à Tripoli en compagnie de l'agent de corruption Ziad Takedine, une première fois en octobre 2005 et une seconde fois en décembre de la même année, d'où la gravité des faits. Le tribunal dit, je cite, « Il a été démontré précisément que ni l'un ni l'autre n'avait été piégé et étant parfaitement au courant de la situation d'Abdallah Senussi et de l'importance du règlement de la situation pénale pour les Libyens. » Fin de citation. Claude Guéant, Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, Alexandre Djouri ont tous été condamnés. Les poursuites contre Ziad Takedine ont été abandonnées car le prévenu est mort, peu de temps avant la reprise du procès. Cependant, les charges pour recel de détournement, de financement illégal de campagne et de corruption passive ont été abandonnées, même s'il faut préciser qu'ils ne peuvent pas être exclus à 100%. Une fois signé, le pacte aurait eu des contreparties. Nicolas Sarkozy se serait engagé à régler la situation juridique du beau-frère de Kadhafi qui, pour rappel, était condamné définitivement. Il devait aussi être mis en place d'importants accords financiers comme la vente du nucléaire civil à la Libye avec des outils d'espionnage. Nicolas Sarkozy aurait donc promis au guide libyen de le réhabiliter sur la scène internationale et d'être son allié. La Libye de Kadhafi, elle, promettait de son côté une aide financière. Une fois élu président, c'est la lune de miel entre les deux chefs d'État. Kadhafi, autrefois considéré comme terroriste, est reçu à Paris en décembre 2007. Le chef d'État libyen est en visite à Paris et installe même sa tente aux abords de l'Élysée, privatisant littéralement la capitale. La justice ne peut pas établir avec certitude que la campagne électorale de Nicolas Sarkozy ait été financée par des fonds libyens. En cause, l'argent liquide n'est pas traçable. L'enquête s'appuie sur des nombreux indices qui forment ce que l'on appelle un faisceau d'indices graves et concordants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Libye a bien honoré sa part du contrat. Il y a bien eu, tenez-vous bien, 6,5 millions d'euros qui ont été versés par la Libye en guise de contrepartie. Ces 6,5 millions ont été versés sur deux compte, celui de Ziad Takedine, l'agent de corruption numéro 1, très proche du milieu politique français dans les années 90 et 2000, et celui de l'agent de corruption numéro 2, Alexandre Djouri. Lui aussi est très proche des sarkozystes. Mais la justice a aussi conclu qu'il y avait de très grandes quantités d'espèces en circulation pendant la campagne avec de l'argent illégal. Dans l'affaire des financements libyens, beaucoup d'éléments matériels ont été retrouvés, comme les carnets manuscrits rédigés par l'ancien Premier ministre et ministre du pétrole libyen, Choukri Ghanem, qui écrivait en ces termes en 2007 que des dirigeants libyens avaient donné et envoyé de l'argent à Nicolas Sarkozy. Et nous avons bien les 6,5 millions stipulés dans les pages du carnet qui ont été authentifiés. Il prouve d'ailleurs que l'affaire des financements libyens n'est pas une construction du régime au moment de la guerre en 2011, car comment Choukri Ghanem aurait pu prévoir cette guerre ? Mais revenons à l'affaire libyenne. Il y a également cette note, la note Koussa. Document issu des archives libyennes ayant survécu à la guerre en 2011, elle est publiée par le journal Mediapart en avril 2012. Ce document porte sur une promesse de financement du régime libyen à hauteur de plus de 50 millions d'euros. C'est une promesse de financement, pas un financement. Elle est signée par Moussa Koussa, chef des services secrets libyens, adressée à Bachir Saleh, directeur de cabinet de Mouammar Kadhafi et patron du fonds souverain, le LAP. Nicolas Sarkozy portera plainte contre Mediapart et sera débouté 3 fois. La justice prouvera que ce document est un vrai à plusieurs reprises, malgré certaines erreurs qu'il peut contenir. La magistrate, dans son compte-rendu, a tout de même tenu à préciser qu'elle ne s'était pas appuyée sur cette note pour ses réquisitions et qu'elle était probablement fausse. Mais il est tout de même important de préciser que l'autorité de la chose jugée est établie. Je respecte profondément la présomption d'innocence, mais quand on est accusé de ce qu'il est accusé, et qu'on a un minimum de dignité, on a la pudeur de se taire
et de ne pas rajouter un mot à l'indignité. Expliquez-vous avec la justice et épargnez aux Français vos commentaires. La justice a donc noté qu'il y a effectivement eu beaucoup de transactions et beaucoup de flux financiers occultes entre 2005 et 2008. Ils reconnaissent qu'il y a bien eu des paiements et des contreparties. Il est clairement écrit dans le jugement, ces versements ont donné lieu à des retraits en espèces importants dans une temporalité compatible avec la campagne électorale. Fin de citation. Le jugement stipule aussi que malgré le flux financier mis à jour, le tribunal n'est pas en mesure de démontrer de manière indubitable que ces sommes provenaient des fonds libyens, ni qu'il y ait eu un volume d'espèces supérieur aux 35 000 € requis. Le jugement est dit également, je cite, « Le but était d'obtenir des engagements de la Libye à accorder un soutien financier aux candidats à l'élection présidentielle en échange d'un soutien en matière de relations bilatérales engagées en 2004, en contribuant au développement du nucléaire civil et en engageant favorablement la situation pénale d'Abdallah Senussi. » Fin de citation. Mais donc pourquoi Nicolas Sarkozy et ses associés n'ont pas été condamnés pour corruption alors qu'il y a bien eu de la corruption? Eh bien, c'est pour la simple et unique raison que Nicolas Sarkozy n'était pas dépositaire de ce que l'on appelle l'autorité publique. Il a négocié ce pacte en tant que candidat à la présidence, non pas en tant que ministre de l'Intérieur comme il l'était à l'époque. Le jugement dit, je cite, « Si Nicolas Sarkozy a agi au moment des faits en tant que candidat, il a occupé aussi des fonctions ministérielles qu'il a mises à profit pour préparer une corruption au plus haut niveau. » Fin de citation. Officiellement, sa rencontre avec Kadhafi le 6 octobre 2005 avait pour but d'établir une coopération franco-libyenne en matière de défense. Je tiens également à préciser que le recel de détournement de fonds publics n'est pas punissable s'il provient de fonds étrangers. Même si Kadhafi a versé des fonds à Nicolas Sarkozy et que Nicolas Sarkozy en aurait bénéficié, il ne peut pas être puni car ce ne sont pas des fonds français. Nicolas Sarkozy, lui, se défend en disant qu'il n'était pas au courant et qu'il ne voyait rien, en lâchant parfois ses plus proches collaborateurs. Il clame haut et fort un complot, une machination. Il se place dans la position d'un martyr, victime d'une erreur judiciaire. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Je voulais que chacun d'entre vous comprenne que je ne me laisserai pas faire. Parce que la vérité et l'innocence doivent triompher. Claude Guéant, lui aussi, a lourdement été condamné car il est dans les 3 volets de l'affaire, avec de la corruption, l'association de malfaiteurs et de l'enrichissement personnel. La justice lui reproche également d'avoir fait une utilisation immodérée du cash. Mais l'ex-collaborateur du président français a également reçu sur son compte, tenez-vous bien, 500 000 € envoyés par Alexandre Dury à la suite d'un montage financier via des comptes offshore avec pour base des fonds libyens. Mais Claude Guéant réinvestira cet argent dans l'achat d'un appartement. Il sera ensuite mis en examen pour faux et blanchiment de fraude fiscale. L'enquête révèle que Claude Guéant n'a retiré que 800 € en espèces sur son compte bancaire entre 2003 et 2012, alors qu'il est soupçonné d'avoir manipulé au moins 200 000 € en cash. Le jugement dit, je cite, « Claude Guéant a systématiquement utilisé ses fonctions à des postes clés de l'appareil de l'État, notamment en tant que secrétaire général de la présidence de la République, pour s'enrichir au mépris des éléments exigeant la probité. » Ce n'est d'ailleurs pas la première condamnation de l'ex-chef d'État qui, pour rappel, a déjà été condamné pour corruption définitive dans l'affaire Bismuth après avoir corrompu un haut magistrat. Je précise que cette affaire est née de l'affaire libyenne. Mais il y a également l'affaire Big Malion. Nicolas Sarkozy a été condamné à 2 reprises, en première instance et en appel pour financement de sa campagne de 2012 cette fois-ci. Cette campagne aurait coûté, tenez-vous bien, 46 millions d'euros, soit 26 millions de plus que ce qui est autorisé, en cachant tous ces dépassements avec un système de fausses factures par une société nommée Big Malion. Ce qui est sûr, c'est que l'affaire libyenne demeure aujourd'hui la plus grande affaire de corruption jamais enregistrée depuis le début de la Ve République. Il est important de repréciser que l'ancien chef de l'État a fait appel de sa condamnation et qu'il n'est pas innocent mais il est présumé innocent. Et à l'heure où je vous parle, il est en prison. Car comme précisé plus tôt, les faits qui lui sont reprochés sont de nature à altérer la confiance des citoyens. C'est en tout cas ce que dit le jugement. Il y a bien entendu des victimes dans cette affaire, ce sont les victimes de l'attentat perpétré par le beau-frère de Mouammar Kadhafi. Solitairement, Brice Hortefeux, Nicolas Sarkozy et Claude Guéant doivent verser des dommages et intérêts à ces familles pour les tractations effectuées avec le terroriste Senussi. Les réactions sur la toile sont divisées. Certains considèrent en effet que de par sa posture, Nicolas Sarkozy ne devrait pas aller en prison pour si longtemps. Je tiens à repréciser que l'association de malfaiteurs est punissable de 10 ans d'emprisonnement et que Nicolas Sarkozy va en prison pour 5 ans. Nicolas Sarkozy était le président de l'intransigeance judiciaire. Il se retrouve pris dans sa propre politique. Je propose qu'un condamné ne puisse pas bénéficier d'une mise en liberté conditionnelle avant qu'il ait effectué au moins
les 2/3 de sa peine. Mais non, et c'est factuel de le dire, l'affaire judiciaire n'est pas basée sur du sable ou de la boue comme le dirait Nicolas Sarkozy. Il y a bien des preuves, il y a bien des faits concordants. La justice française laisse suite très bien. Ces engagements ont été pris en réponse à une offre de financement suffisant à caractériser l'existence d'un pacte corruptif destiné à être effectué à compter de l'élection présidentielle de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République française. Fin de citation. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous dis à plus. Ciao.